Et si une colonne de blindés chinois pouvait bouleverser l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest? Imaginez Ouagadougou, silhouette tranquille, soudain secouée par l'arrivée de véhicules militaires étincelants, escortés d'hommes en armes. Ce n'est plus une rumeur. La Chine vient de livrer au Burkina Faso des armes sophistiquées, sous les regards incrédules de tout le Sahel. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso endure coups d'État, attaques armées et pressions étrangères. Chaque événement semblait précipiter le pays vers le chaos. Mais aujourd'hui, le pouvoir riposte. Une démonstration de force inédite s'affiche dans les rues. L'arrivée de ces équipements, blindés dernier cri, artillerie moderne, lance-roquettes, redéfinit brutalement les règles du jeu régional. Ce transfert d'armes n'est pas un simple contrat commercial. Il symbolise une rupture historique dans les alliances du Sahel. Jadis dépendant de l'aide militaire occidentale, le Burkina Faso choisit désormais la voie chinoise, une collaboration pragmatique, sans morale imposée. Le rythme et l'ampleur de la livraison laissent présager une ère nouvelle où l'Afrique ambitionne de reprendre la main sur ses choix stratégiques. Mais une question demeure. S'agit-il d'un vrai pas vers la souveraineté ou d'un piège subtil menant à une dépendance inédite? Car si la Chine offre puissance de feu et logistique, elle peut aussi imposer son influence et creuser la dette. Le pari du Burkina Faso est colossal. S'il parvient à sécuriser son territoire et à s'affranchir de la tutelle occidentale, il pourrait servir de modèle à toute la région. Mais en cas d'échec, un nouvel asservissement pourrait surgir, sous des couleurs différentes. Au moment où les anciennes puissances reculent et où la sécurité devient vitale, ce choix engage l'avenir. Vers une autonomie véritable ou vers un nouveau cycle de domination. Mais derrière les images spectaculaires des blindés chinois, que cache réellement ce changement d'alliance? Qui tire les ficelles et à quel prix? Pourquoi le Burkina Faso, longtemps partenaire fidèle de la France et des États-Unis, choisit-il soudain de miser son avenir sur la Chine? Cette interrogation brûlante révèle un bouleversement sans précédent, où tout l'équilibre géopolitique du Sahel vacille en direct sous nos yeux. Depuis près de 10 années, le Burkina Faso subit un chaos sanglant. Attaques quotidiennes, villages rayés de la carte, plus de 2 millions de personnes déplacées, une armée à bout de force qui ne parvient plus à stopper l'effondrement de l'État. Face à cette urgence, Paris et Washington, les alliés de toujours, se sont effacés. La France a retiré ses troupes, tandis que les États-Unis tergiversent, imposant des exigences de plus en plus strictes et des délais interminables. À Ouagadougou, la frustration a explosé. Les dirigeants burkinabés n'en peuvent plus des promesses occidentales sans suite, des leçons de morale sur les droits humains en pleine crise, de la lenteur administrative alors que leur pays s'effondre. Pour eux, continuer comme avant, c'est accepter la disparition pure et simple de leur nation. C'est dans ce vide que la Chine a surgi. Pékin ne vient pas avec des sermons ni des conditions politiques. Son offre est simple et brutale. Une aide militaire massive, rapide, pragmatique. Des armes, des blindés, des systèmes de défense récents, livrés en quelques mois à peine. Pour un pouvoir menacé d'extinction, chaque semaine compte. Chaque livraison devient une question de vie ou de mort. Mais l'accord chinois va au-delà de la logistique. Pékin suit un principe limpide. Pas d'ingérence, pas de critique sur la gouvernance, seulement des contrats et des livraisons. Pour le Burkina Faso, c'est l'occasion de reprendre l'initiative, d'avoir enfin les moyens d'agir, sans recevoir de feuilles de route politique imposées par l'Occident. Bien sûr, rien n'est jamais gratuit. Derrière la neutralité affichée de la Chine, une autre dépendance se profile. Dette grandissante, prise de ressources stratégiques, influence durable sur la doctrine militaire nationale. Mais pour les autorités burkinabées, le choix est limpide. Il ne s'agit plus de choisir un allié idéal, mais de survivre à court terme, quitte à négocier la souveraineté plus tard. Ce virage n'est pas qu'une affaire de diplomatie. Il engage l'avenir du Burkina Faso, suspendu entre le risque de disparition et le pari d'un partenariat inédit. Cette alliance sino-burkinabé envoie un signal fort à toute la région. L'Afrique, longtemps enfermée dans l'orbite occidentale, explore de nouveaux chemins de survie, où le pragmatisme et la rapidité priment sur l'idéologie. Mais la vraie rupture ne se joue pas seulement dans les coulisses du pouvoir.
Elle s'incarne sur le terrain, là où une armée épuisée attend de voir si la promesse chinoise peut vraiment changer le cours de la guerre. Pour mesurer l'impact réel de ce partenariat, il faut plonger dans la réalité quotidienne des soldats burkinabés confrontés à l'urgence et au doute. Car la survie du pays ne se décide pas seulement dans les bureaux, mais sur les routes poussiéreuses où chaque livraison compte. Ces blindés, ces lance-roquettes, ne sont pas de simples outils. Ils bouleversent la manière de faire la guerre et transforment la confiance d'un peuple comme de ses soldats. Imaginez Ouagadougou, parcouru par des colonnes de VN-22B rutilants, de mortiers automoteurs PLL-05, de systèmes de lance-roquettes SR-5. Ces engins, visibles par tous, incarnent une rupture brutale. Pour la première fois, l'armée burkinabé exhibe des moyens comparables à ceux des puissances régionales. L'effet dépasse la force de frappe. Le VN-22B, avec ses 6 roues blindées et son canon automatique, révolutionne la mobilité des troupes. Là où elles combattaient, vulnérables, à bord de pick-up usés, elles disposent maintenant d'une protection réelle, capable de manœuvrer et de riposter en mouvement. Les mortiers automoteurs PLL-05 ajoutent une souplesse nouvelle. Ils permettent des frappes précises depuis l'arrière, puis une transition immédiate vers le tir direct si l'ennemi avance. Pour des soldats habitués à des mortiers vieillissants, c'est une rupture tactique majeure. Mais le plus redouté reste le SR-5. Son système modulaire tire des roquettes guidées ou non, à des distances allant jusqu'à 70 km. Plus aucun sanctuaire ennemi n'est hors d'atteinte. Les groupes armés, jadis sûrs de leur impunité dans les zones reculées, sentent que la donne a changé. L'effet psychologique est immense, sur l'armée, mais aussi sur une population longtemps marquée par la peur. Ce déploiement public a valeur de symbole. Il restaure le moral et affiche une souveraineté retrouvée. L'armée burkinabé ne veut plus observer, mais reprendre la main et démontrer sa maîtrise de l'art de la guerre moderne. La transformation va bien au-delà du matériel. On passe d'armes obsolètes, héritées des anciennes puissances, à un arsenal dernier cri, pensé pour les conflits actuels. Mais la technologie ne suffit pas. Il faut former les soldats, adapter les doctrines de combat, assurer une logistique solide. Sans cela, ces armes risquent de n'être que des trophées ou des sources de chaos dans les rangs. Le danger est réel. Mal intégrées, ces machines ne seraient que des symboles coûteux, voire des causes d'accidents ou d'échecs. L'enjeu est de convertir cette puissance de feu en avantage stratégique, tout en évitant les pièges d'une nouvelle dépendance technologique. Derrière cette démonstration militaire pointe une question plus sombre. Comment un État appauvri parvient-il à financer une telle modernisation et à quel coût politique ou économique? Mais les armes ont un prix, et leur origine n'est jamais neutre. Qui finance vraiment cette modernisation, et au service de quels intérêts? Quand la survie s'achète à crédit, le prix réel dépasse souvent l'or. Pour le Burkina Faso, l'urgence sécuritaire a forcé la main du pouvoir. La Chine, partenaire rapide et pragmatique, propose des accords qui redéfinissent les règles, bien au-delà de la simple livraison d'armes. La force de cette diplomatie réside dans sa souplesse. La Chine offre des financements flexibles, prêts concessionnels à taux bas, paiements différés sur plusieurs décennies, ou troc d'armes contre ressources naturelles. Ici, l'or sert de garantie, un pilier national monnayé pour des blindés, des lance-roquettes, des pièces détachées. Ce modèle rappelle le ressources contre infrastructure, vu en Angola ou au Congo, mais avec une variante burkinabé. L'aide occidentale, lente et conditionnée, paraît démodée face à la réactivité chinoise. Pékin n'impose ni réforme politique, ni ingérence directe, séduisant ainsi un pouvoir qui cherche des résultats visibles et rapides. À court terme, les bénéfices sont spectaculaires. L'armée se rééquipe, les colonnes blindées rassurent la population, des axes stratégiques sont sécurisés. Chaque livraison d'armes devient un symbole de souveraineté retrouvée et un outil pour restaurer une légitimité souvent fragilisée. Mais l'autre face du pacte inquiète. Les contrats chinois incluent presque toujours la maintenance, la formation et l'accès exclusif aux pièces détachées. Ainsi, la Chine verrouille la chaîne logistique
et s'assure une rente durable, mais aussi un levier d'influence à long terme. Si l'or vient à manquer, ou si les échéances ne sont pas tenues, la dette enfle, exposant le pays à une perte de souveraineté économique. Face à ce risque, Ouagadougou tente de diversifier, achats auprès de l'Égypte, de la Turquie, développement embryonnaire d'une production locale, formation d'ingénieurs nationaux. Mais la transition industrielle prendra du temps, alors que la pression sécuritaire reste permanente. Dans cette course contre la montre, chaque signature de contrat, chaque prêt, chaque cargaison d'armes pèse lourd. Le pari est risqué, renforcer l'autonomie stratégique, quitte à hypothéquer en partie les ressources, pour garantir la stabilité immédiate. Mais le prix à payer pourrait s'avérer démesuré. Le Burkina Faso risque de découvrir que ses mines et ses réserves d'or sont déjà en partie sous contrôle étranger. Ce scénario n'est pas unique. D'autres pays du Sahel, confrontés aux mêmes défis, observent attentivement le chemin burkinabé. Une nouvelle ère de partenariat s'ouvre, où la souveraineté s'achète cher, parfois en sacrifiant l'avenir pour sauver le présent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car derrière chaque cargaison d'armes, d'autres ambitions se dessinent, et la vraie bataille pour la souveraineté vient à peine de commencer. Pour mieux comprendre la portée de cette rupture, il est éclairant de jeter un regard sur l'histoire récente de certains pays africains. Prenons l'exemple de l'Angola dans les années 80. Ce pays, alors ravagé par la guerre civile, a noué un partenariat avec la Chine sur le modèle pétrole contre infrastructure. En échange de routes, de ponts et d'hôpitaux, l'Angola s'engageait à livrer une partie de sa production pétrolière à la Chine pendant plusieurs années. Ce modèle, qui a offert une modernisation rapide des infrastructures, s'est accompagné d'une dépendance accrue, la dette du pays augmentant de façon considérable. Aujourd'hui encore, Luanda doit composer avec l'influence persistante de Pékin dans ses décisions économiques. Autre parallèle historique, l'Égypte de Nasser dans les années 50. Confronté à l'hostilité des puissances occidentales après la nationalisation du canal de Suez, le gouvernement égyptien s'est tourné vers l'URSS pour obtenir armes et soutien technique. Cette alliance a permis à l'Égypte de renforcer son armée, mais elle a également entraîné des contreparties politiques et une pénétration soviétique dans les appareils d'État. À terme, la dépendance technologique et la nécessité de former des cadres sur le modèle soviétique ont limité la marge de manœuvre du pays. Ce rappel historique invite à la prudence. Chaque fois qu'un pays africain a troqué sa dépendance d'un partenaire pour celle d'un autre, il a gagné à court terme, mais s'est retrouvé, à plus ou moins longue échéance, confronté à de nouvelles formes de tutelle. C'est là tout l'enjeu pour le Burkina Faso. Éviter les pièges du passé tout en répondant à l'urgence du présent. En observant la situation de près, il apparaît que l'impact psychologique de ces livraisons massives d'armes est aussi fort que leur impact militaire. Dans le nord du pays, des habitants racontent comment la vue de blindés modernes a changé la perception de l'État. Là où, quelques mois plus tôt, seuls des pick-up vétustes patrouillaient, les villages voient désormais défiler des véhicules rutilants, marquant la présence d'un pouvoir qui semblait avoir disparu. Pour de nombreux civils, ce regain de visibilité de l'armée redonne espoir et dissuade certains groupes armés de s'en prendre aux populations locales. Mais la modernisation militaire ne se limite pas aux équipements. La Chine propose également des programmes de formation accélérés pour les officiers burkinabés. Des délégations entières se rendent à Pékin pour suivre des stages, apprendre à manier les nouveaux systèmes d'armes et s'initier aux tactiques de guerre modernes. Cette immersion, si elle permet un transfert rapide de compétences, pose aussi la question de l'influence doctrinale. Quel type d'armée le Burkina Faso est-il en train de forger ? Une force autonome ou une armée calquée sur le modèle chinois, dépendante de conseillers étrangers ? Plus concrètement, chaque nouveau système d'armes exige d'énormes efforts d'adaptation. Par exemple, l'entretien des VN-22B dépend de la livraison régulière de pièces détachées venues de Chine. Si, pour une raison ou une autre, la chaîne logistique est interrompue, tensions diplomatiques, blocage maritime ou crise interne en Chine, les blindés pourraient se retrouver immobilisés, transformant un atout militaire en fardeau coûteux. Ce scénario n'est pas hypothétique. Il s'est déjà produit ailleurs, notamment au Zimbabwe, où,
dans les années 2000, une flotte d'avions chinois est restée clouée au sol faute de pièces détachées et de techniciens qualifiés. Une dépendance logistique peut ainsi s'avérer fatale en cas de crise. Face à ce risque, certains experts recommandent au Burkina Faso de développer des compétences locales. Il s'agirait, par exemple, de créer des écoles d'ingénieurs militaires capables de réparer et d'adapter les équipements importés. Il serait aussi crucial de négocier dès le départ un transfert de technologie, afin que le pays ne soit pas prisonnier des fournisseurs étrangers. Des ateliers de maintenance devraient être créés à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes, avec l'appui de techniciens chinois, mais aussi l'embauche et la formation d'une nouvelle génération de mécaniciens et d'ingénieurs burkinabés. Rappelons que le développement d'une industrie de défense locale n'est pas utopique. L'Afrique du Sud a, dans les années 80, réussi à bâtir une industrie militaire performante, produisant des blindés, des armes légères et même des drones. Cette expérience prouve qu'avec des investissements soutenus et une planification rigoureuse, il est possible de réduire la dépendance extérieure. Pour le Burkina Faso, la voie est longue, mais quelques initiatives naissantes existent déjà, comme de petits ateliers de fabrication de pièces détachées ou la réparation de véhicules blindés. Au-delà de la question militaire, la relation sino-burkinabé pourrait aussi transformer d'autres secteurs. La Chine propose souvent des packages, incluant la construction d'infrastructures civiles, routes, ponts, hôpitaux, écoles. Ce modèle a été appliqué avec succès dans plusieurs pays africains, comme l'Éthiopie, qui a vu la construction de lignes de chemin de fer et de parcs industriels en échange de contrats miniers et agricoles. Mais il comporte aussi des risques: endettement massif, main-d'œuvre importée au détriment de l'emploi local, et parfois des infrastructures surdimensionnées ou mal adaptées aux besoins réels. Dans le cas du Burkina Faso, l'urgence sécuritaire a poussé le gouvernement à accepter des conditions parfois désavantageuses. Des économistes locaux alertent sur l'accumulation rapide de la dette, qui pourrait atteindre des niveaux critiques en moins de 10 ans. Certains évoquent déjà le spectre d'une trappe à dette, où une partie des ressources nationales serait captée pendant des décennies pour rembourser des prêts contractés dans l'urgence. Pour éviter ce piège, le Burkina Faso pourrait s'inspirer d'exemples asiatiques, comme le Vietnam ou l'Indonésie, qui ont systématiquement renégocié leurs contrats, exigé des transferts de technologie et limité le recours à la dette en devises étrangères. Concrètement, il s'agirait de créer une agence indépendante chargée de surveiller la soutenabilité de la dette, de publier régulièrement les termes des contrats signés et d'impliquer la société civile dans le suivi des grands projets d'infrastructure ou d'armement. Un autre levier pour renforcer la souveraineté réside dans la coopération régionale. Plutôt que d'avancer en ordre dispersé, les pays du Sahel pourraient mutualiser leurs achats, créer des alliances industrielles et négocier collectivement avec les fournisseurs étrangers. Ce modèle a déjà fonctionné en Amérique du Sud, où des pays comme le Brésil, l'Argentine et le Chili ont lancé des programmes conjoints d'achat d'avions et de véhicules blindés, réduisant ainsi les coûts et augmentant leur pouvoir de négociation. Dans le contexte sahélien, une telle démarche permettrait de développer des stocks régionaux de pièces détachées, d'organiser des formations communes et de se prémunir contre les ruptures d'approvisionnement. Elle ouvrirait aussi la voie à la création d'un marché régional des équipements militaires, favorisant l'émergence d'une industrie locale sur le long terme. Mais la souveraineté ne se limite pas à la maîtrise des armes. Elle suppose aussi une transformation profonde de la gouvernance. L'État burkinabé devra réformer ses institutions, lutter contre la corruption, garantir la transparence dans l'attribution des marchés publics et renforcer l'État de droit. L'expérience du Ghana, qui a su moderniser son administration et instaurer des mécanismes de contrôle citoyen, montre que ces réformes sont possibles et qu'elles constituent un socle indispensable pour toute indépendance réelle. Prenons un exemple concret: la gestion des ressources minières. Aujourd'hui, une grande partie de l'or burkinabé est exportée sans que l'État ne parvienne à en tirer tous les bénéfices. En négociant mieux les contrats miniers, en luttant contre la contrebande et en exigeant une plus grande part de transformation locale, le Burkina Faso pourrait financer lui-même une partie de sa modernisation militaire sans recourir massivement à l'endettement extérieur. Enfin, la question de la souveraineté
ne saurait être tranché sans s'interroger sur la place des citoyens. À l'heure où l'armée s'équipe, il est essentiel de renforcer le lien entre les forces de sécurité et la population. Des programmes de dialogue communautaire, la formation de médiateurs locaux et l'intégration de représentants de la société civile dans la supervision des opérations militaires pourraient prévenir les abus et restaurer la confiance dans l'État. L'Afrique tient-elle enfin les rênes de son destin ou change-t-elle simplement de maître? Cette interrogation brûle les esprits, tandis que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se détachent de l'Occident pour se tourner vers la Russie, la Turquie et surtout la Chine. À l'heure où des chars flambant neufs venus de Pékin défilent à Ouagadougou, le paysage géopolitique du Sahel se métamorphose. Au Mali, l'armée s'arme auprès de Moscou. Au Niger, la Turquie et la Chine rivalisent d'offres séduisantes. En quelques années, la France et les États-Unis ont perdu leur monopole sur l'armement et la formation militaire. L'exclusivité occidentale appartient désormais au passé. L'Afrique évolue dans un monde multipolaire, où chaque puissance avance ses intérêts, ses contrats, ses conditions. Pour les gouvernements sahéliens, cette nouvelle donne ouvre des marges de manœuvre inédites. Choisir ses partenaires, exiger des livraisons éclairs, refuser les exigences politiques jugées humiliantes. Mais ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Déjà, d'autres pays africains observent ces alliances et rêvent à une autonomie stratégique qui, il y a encore 5 ou 6 ans, paraissait inimaginable. Si le pari sahélien se révèle payant, il pourrait faire école sur tout le continent. Toutefois, croire à une souveraineté totale serait illusoire. Derrière l'apparente liberté, de nouvelles dépendances se profilent. Chaque char ou canon moderne exige pièces détachées, formation pointue, accès régulier à des techniciens venus de l'étranger. La facture est lourde, souvent adossée à des crédits gagés sur les ressources nationales, grevant la dette de plusieurs générations. Il ne faut jamais oublier les racines du chaos sahélien: pauvreté extrême, gouvernance vacillante, marginalisation de pans entiers de la population. Les armes, aussi perfectionnées soient-elles, ne rebâtissent pas un État, ni ne restaurent la confiance entre l'armée et les civils. La souveraineté se conquiert sur tous les fronts: sécurité, économie, justice, éducation, et surtout, respect des droits fondamentaux. Sur le terrain, des initiatives locales émergent pour combler le fossé entre l'armée et les citoyens. Dans certaines régions du Burkina Faso, des comités de vigilance civile collaborent avec les forces de sécurité pour signaler les mouvements suspects ou désamorcer les tensions intercommunautaires. Ce modèle, inspiré des comités de quartier au Rwanda après le génocide, a permis d'éviter plusieurs attaques et de renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Mais ces efforts restent fragiles. Le véritable défi réside dans la capacité de l'État à offrir des perspectives économiques aux jeunes, souvent tentés par l'exil ou la rébellion armée. Le développement de programmes de formation professionnelle, le soutien à l'agriculture locale et l'investissement dans les infrastructures rurales sont autant de leviers pour restaurer la stabilité et réduire l'attrait des groupes armés. L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle peut inaugurer une ère d'indépendance réelle si elle apprend à maîtriser technologie, financement et alliances sans retomber sous une nouvelle tutelle. Mais le risque subsiste de céder à une liberté de façade, où la puissance d'achat et la modernité militaire dissimulent la fragilité des institutions. Le choix appartient à chaque citoyen, à chaque dirigeant. Quel modèle voulons-nous pour l'avenir? Accepter tous les compromis au nom de la survie ou bâtir patiemment une souveraineté solide et durable? Dans ce contexte tendu, chaque livraison d'armes et chaque signature de contrat deviennent un symbole autant qu'un pari. Jusqu'où l'Afrique est-elle prête à aller pour défendre sa souveraineté et à quel prix? La souveraineté ne s'achète pas. Elle se façonne, se défend, s'invente chaque jour, à la force de choix difficiles et d'espoirs têtus. Au Burkina Faso, et dans tout le Sahel, la question dépasse la livraison de quelques véhicules blindés ou l'arrivée d'artillerie flambant neuve. Ce qui se joue ici, c'est la remise en cause d'un ordre hérité de plusieurs générations, où l'Afrique semblait vouée à subir la tutelle distante d'autres puissances.
L'alliance sino-burkinabé, en imprimant sa propre cadence, oblige désormais le reste du monde à regarder une Afrique qui choisit, qui tente, et qui, à chaque nouveau pacte, redéfinit aussi la nature de ses liens de dépendance. Les armes venues de Chine sillonnent aujourd'hui les terres rouges du Burkina Faso, portées par la promesse d'une sécurité retrouvée. Mais la bataille la plus décisive se déroule ailleurs, dans la capacité à transformer l'appui extérieur en autonomie réelle, à maîtriser la technologie importée, à s'émanciper du poids d'anciennes et de nouvelles influences. Céder à la facilité d'une dépendance masquée, c'est risquer de troquer un drapeau contre un autre, sans jamais saisir la maîtrise de son propre avenir. Fermer les yeux sur ces mutations, c'est accepter le retour d'un cycle de domination, simplement repeint aux couleurs d'un autre empire. Le Sahel devient un laboratoire, un terrain d'expérimentation. Ceux qui s'accrochent à une lecture binaire Ouest contre Est passent à côté de la vraie question. Que signifie la souveraineté quand chaque arme, chaque alliance, chaque monnaie peut devenir un fil invisible qui lie ou entrave? Pour les décideurs comme pour les citoyens, l'enjeu dépasse le choix des partenaires. Il s'agit d'interroger la nature du pouvoir accordé et d'évaluer le prix réel à payer pour la stabilité. L'indépendance du Sahel se jouera-t-elle dans la maîtrise de ses armes ou dans la capacité à réinventer, chaque jour, le sens de sa liberté? Rien n'est écrit. Ce chapitre ne fait que s'ouvrir. À chacun de le lire, de le questionner, et surtout, de refuser la facilité de l'aveuglement.